Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Rémi Perrin. Bonjour monsieur. Bonjour. Rémi Perrin, naturaliste, consultant agricole, vous publiez l'ouvrage que voici, Sauver la France est un devoir écologique, comme d'habitude à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Guillaume Perrin, vous dites avant tout en introduction de votre livre que l'écologie est bien une science et non une idéologie. Or aujourd'hui c'est bien l'idéologie qui a pris le pas sur la science. Comment, selon vous, est-ce arrivé ? Vaste question. Je pense qu'il faut remonter il y a une quarantaine d'années en arrière où des intérêts politiques ont pris le pas sur certains sujets, mais une globalité de sujets d'ailleurs que le camp entre guillemets nationaliste a laissé un peu tomber pour une raison qui est un peu obscure des fois. Et aujourd'hui, ça leur a permis de se mettre en avant sur des idéologies plus globales. Donc, c'est une récupération parmi tant d'autres. Qui est à la récupération ? Alors, on sait très bien que le mouvement écolo, il a été créé dans fin des années 70 et les premiers partis écologistes, si je ne me trompe pas, dans les débuts des années 70. Et puis bizarrement, les premiers ont été un peu évincés et récupérés par les gens qu'on connaît un peu après dans les années 80 pour certainement avoir un peu d'ampleur, mais je pense que ça a été un peu dévoyé. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'écologie pourrait être la réponse à tous nos maux ? C'est ce que vous expliquez dans votre livre. C'est plutôt une question que je pose. Je ne pense pas qu'elle soit la réponse, mais elle peut être intéressante en termes d'attachement à sa terre, en termes de valeur de ce que compose la France, notamment nos paysages, nos écosystèmes avec nos agriculteurs, nos zones de vacances. Voilà. Donc si on en prend conscience de la valeur de ce que ça représente, eh bien, dans la globalité, c'est notre pays. Alors, justement, vous dites que l'économie d'un pays, c'est avant tout son agriculture et son industrie. Où en sont les deux premiers secteurs de notre économie ? Alors là, vous me posez une question qui n'amène pas des réponses très joyeuses. Je pense qu'on est aujourd'hui dans une situation où la dégradation des deux piliers de l'économie est incontestable. Aujourd'hui, l'agriculture a vu ses agriculteurs divisés par 2 ou 3 en 30 ans, ce qui est notable parce que ce n'est pas forcément le nombre d'exploitations tant que le nombre de personnes, mais c'est surtout ce que l'on fait dans chaque surface. C'est-à-dire que si vous avez une exploitation qui fait 3000 hectares, ça ne fait pas travailler le même nombre de personnes que 10 exploitations ou 100 exploitations, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, effectivement, la création de valeur et donc la redistribution de cette valeur, de facto, n'est pas la même. Sur la question de l'industrie, je ne vais même pas vous parler d'Alstom, de plein d'autres choses comme ça. Vous avez des gens compétents qui viennent sur vos plateaux pour expliquer tout ça. Pour moi, aujourd'hui, on est dans une situation plus qu'inquiétante. C'est l'agriculture qui a été ringardisée, selon vous, par les dirigeants français depuis une trentaine, une quarantaine d'années. C'est être un bouseux qu'être un agriculteur, un paysan ou être un ouvrier. Il faut travailler, il faut être un gagnant dans le système tertiaire. Il y a un petit peu de ça, et il y a à la fois une mainmise sur la production pour en faire un peu ce qu'on veut. Parce que parfois, c'est plus intéressant de la vendre à l'export que de faire des circuits locaux. Puisque à l'export, on gère un peu plus tout ce qui est question de bourse. Et donc, effectivement, il y a des volumes qui sont parfaitement incohérents des fois, qu'on envoie au Canada, notamment sur les céréales, qu'on ramène en France. Et effectivement, l'économie circulaire locale, elle n'est pas présente. Vous insistez bien sur le problème écologique numéro 1 en France, c'est l'avalanche administrative. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où elle arrive, d'où elle émane ? Alors, je ne sais pas si c'est le premier problème écologique. En tout cas, c'est clair que c'est un... Vous dites que c'est à l'origine. Oui, c'est un gros frein à un diagnostic des problématiques de terrain. Parce que quand on se réfugie derrière plusieurs strates administratives, on a du mal à prendre des bonnes décisions, puisqu'elles sont complètement décorrélées du terrain. Et alors justement, qui sont ceux qui profitent
des efforts de nos paysans pour s'adapter à la réglementation? Je pense qu'il y a une idéologie universaliste qui pose problème aujourd'hui. Je pense que ça pouvait, comment dirais-je, vendre un projet assez rêveur dans les années 80-90. Aujourd'hui, le résultat, notamment de l'Europe, mais à plus large spectre, on a des résultats qui ne sont pas en faveur de la France, en tout cas. Et donc peut-être que ce sont les mêmes qui ont voulu, certains appellent ça les technocrates, mais il y a un côté un peu comme ça, oui, gérer des pans entiers d'économie comme l'agriculture depuis un bureau à Bruxelles, je ne suis pas certain que ce soit très efficient. Alors justement, à Bruxelles a été négocié le traité avec le Mercosur, qui risque de encore un peu plus détruire le secteur agricole français. C'est ce qui, en tout cas, c'est le traitement qui est réservé à Bruxelles pour nos agriculteurs qui sont considérés là-bas comme d'horribles pollueurs. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous l'expliquez dans votre ouvrage, quelles sont les pollutions réelles engendrées par nos paysans? Alors déjà, si vous le permettez, le premier élément, effectivement, l'agriculture française, il me semble, est de très loin la plus propre au monde. Et les normes ont eu leur intérêt dans cet état de fait, c'est-à-dire que les agriculteurs ont une résilience, ont pu s'adapter à toutes ces normes, et aujourd'hui, elles ont permis de pouvoir produire plus propre. On peut dire que c'est quelque chose d'assez efficace. Par contre, le pendant de ça eût été de manger la production que ces agriculteurs produisent. Et aujourd'hui, avec le Mercosur, et là vous mettez le doigt sur un problème hyper important. Pourquoi on a pour projet de faire venir notamment des poulets ou d'autres produits du Brésil, alors qu'on est capable de les produire en France à des normes qui sont bien plus respectueuses et qui nous permettraient en plus de garder l'économie sur place? Et bien évidemment, on va détruire la nature avec du CO2, des conteneurs, des antibiotiques qui vont arriver. Donc tous ces efforts pour, au final, mettre nos agriculteurs en concurrence avec des gens qui ne respectent pas nos normes. Exactement. Mais vous savez, c'est exactement la même chose qu'avec la loi du plomb. La loi du plomb, c'est un échec pour les deux parties. Ceux qui se sont opposés à la loi du plomb... Est-ce que vous pouvez en rappeler son principe? Oui, alors la loi du plomb, il y a plusieurs volets très distincts, mais il y a un volet important, notamment sur l'acétamipride, qui est un insecticide. Les autres volets sur l'élevage, sur d'autres choses, bon, on ne va pas en tenir compte, mais par exemple sur l'acétamipride, vous avez une interdiction en France qui a été faite depuis plusieurs années, depuis presque 15 ans, et ça s'est fait plutôt bien par ce qu'on appelle des phases de retrait avec des usages. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une situation absurde, mais c'est vraiment incroyable, dans laquelle on interdit les agriculteurs d'utiliser une molécule. Parfois, ils ne s'en servent plus depuis longtemps. Alors, il y a quelques exceptions sur la noisette, notamment. Mais à côté de ça, on va faire venir des produits qui sont peut-être chargés en acétamipride de façon x10. Alors là, c'est incohérent. C'est-à-dire que interdire d'utiliser une telle molécule en France, d'accord, mais à la condition de, parallèlement, obliger à manger les produits issus de cette agriculture propre. Si en plus on fait venir des produits d'ailleurs, on a perdu sur tous les tableaux. Alors vous parlez aussi du bio, vous parlez de beaucoup d'autres sujets qu'on va traiter avec vous, Rémi Perrin. Le bio, est-ce une arnaque sur notre territoire ? Vous nous disiez en préparant cette émission, on peut avoir des subventions si on commence une culture en bio et puis au bout de 2 ou 3 ans, arrêter le bio tout en continuant à recevoir les subventions. C'est ça, comme ça que ça marche ? Alors, c'est pas comme ça que ça marche à chaque fois, mais ça peut marcher comme ça. Je sais pas si c'est une arnaque. Là, c'est un peu pareil que l'écologie en France. Je pense qu'au départ, il y avait des gens tout à fait cohérents qui voulaient essayer de limiter l'utilisation d'engrais et de produits. Et encore une fois, des choses un peu dévoyées. Aujourd'hui, le bio, alors le Covid a fait beaucoup de mal parce qu'en réalité, le bio supporte difficilement les pics de production et les problématiques avec les grandes surfaces. Mais
Une agriculture cohérente, ça me paraît être plus logique que vraiment mettre un label avec des subventions qui, au final, n'est pas si efficace que ça. Alors vous allez aussi sur le problème du tri des déchets. Les Français sont incités à le faire. Est-ce que c'est une question essentielle pour vous, à vos yeux? Est-ce que ça relève d'un mouvement citoyen? Oui, ça relève d'un mouvement citoyen, mais je pense que ça devrait être valorisé comme tout mouvement. Ça peut revenir, pour utiliser une expression un petit peu... ça peut revenir dans les poches du citoyen. C'est-à-dire que... Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas aujourd'hui du tout. Aujourd'hui, vous payez pour qu'on retraite vos déchets et en plus, certaines entreprises utilisent vos déchets pour se faire des rémunérations. Donc ça ne revient pas du tout dans les poches du citoyen. Ça pourrait être... par exemple, je parle du retraitement du bois. On pourrait très bien le valoriser. Alors moi, je ne suis pas pour une nationalisation de toutes les industries en France. Je ne suis pas dans ce côté-là. Mais il peut y avoir des choses extrêmement intéressantes. Mais le général de Gaulle, par exemple, avait très bien vu ça. Sur la nationalisation, par exemple, des entreprises qui font du recyclage du plastique. Bien sûr, oui. Comme par exemple pour la production d'électricité. On peut très bien produire l'électricité en brûlant certains déchets. Et avec des filtres, il y a des choses intéressantes à faire. Alors, vous vous en prenez largement à l'idéologie écologiste. Son dada aujourd'hui à cette idéologie, c'est de dire que le réchauffement climatique est le fait de l'activité humaine et de ses rejets de gaz à effet de serre. Mais on sait que le climat a connu des cycles tout au long de l'histoire de la planète, avant même que l'ère industrielle n'arrive au XIXe siècle. Quels sont les facteurs qui ont influencé le climat avant l'ère industrielle et qui continuent à le faire aujourd'hui? Alors, la première chose, c'est de ne pas mélanger la cause avec les contributeurs. Nous sommes dans une phase de réchauffement, ce qu'on peut appeler quelque chose de naturel, ce qu'on appelle les périodes interglaciaires, et l'être humain contribue à rejeter du CO2. Maintenant, ceux qui vous expliquent que le réchauffement climatique est uniquement dû à l'activité humaine, c'est une aberration. Donc ça, il ne faut pas faire cet amalgame-là. Maintenant, effectivement, les paramètres qui permettent de définir le climat, ils sont nombreux. On peut les évoquer. Je vous invite à lire mon livre. Mais le CO2 est un de ces facteurs, mais ce n'est pas le seul. Donc déjà, à partir du moment où ce n'est pas le seul, on ne peut pas dire que c'est uniquement un facteur qui fait et qui décide du climat. Ça, c'est déjà le premier élément. Et ensuite, le CO2, si on ramène ça aux décisions franco-françaises, alors là, on est très loin d'infléchir quelque climat que ce soit. Oui. Alors vous nous dites, c'est une sorte de scoop dans votre ouvrage que vous nous révélez, que le problème écologique principal, ça n'est pas le réchauffement climatique, mais bel et bien le problème lié à l'eau. Dans quel état se trouvent nos masses d'eau et nos cours d'eau? Oui, donc là, c'est mon avis. Je suis peut-être un petit peu en avance sur ce genre de diagnostic, parce que j'ai passé énormément de temps sur nos rivières et nous avions des services extrêmement intéressants et compétents en France qui suivaient l'état des cours d'eau et progressivement, l'administratif, comme vous avez évoqué tout à l'heure, nous a éloignés du travail de terrain. C'était Haroun Tazieff qui parlait un petit peu de notre ressource la plus précieuse et que donc j'ai le même avis que lui. Je pense qu'effectivement l'activité humaine, disons que les sociétés occidentales ont peut-être servi d'expérimentation. Nous avons essayé beaucoup de produits issus de la pétrochimie et puis nous ne sommes revenus pas en arrière. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on nous demande de faire un pas en arrière, mais les autres pays ne le font pas.
Donc de penser aussi que l'eau, ce n'est qu'un sujet local, c'est une absurdité, et notamment nos océans. Demain, l'état de nos océans influera sur le climat. Donc, moi je pense qu'il faudrait... Mais sur l'état de nos masses d'eau et de nos cours d'eau? Alors, il y a des études, notamment une qui a une petite dizaine d'années, qui avait été reprise. Il y a plus de 50% de nos masses d'eau qui ont une qualité moyenne à médiocre, voire pire que médiocre. Et ça fait partie des... Comment dirais-je? Pardon, c'est dans des valeurs qui sont contrôlables. C'est-à-dire qu'il y a certaines molécules qui ne sont pas contrôlables. Donc si avec un faible pourcentage de molécules, nous pouvons déjà dire que nos eaux sont médiocres, en réalité, et on parle de l'effet cocktail quand il y en a beaucoup, bon, je vous signale qu'on se douche, on boit, on fait la cuisine. Oui, pour moi, c'est vraiment plus inquiétant que d'autres problèmes. Alors vous êtes aussi penché sur le rendement du parc nucléaire et celui des énergies renouvelables. Quel bilan, quel impact écologique peut-on tirer de cette politique de transition énergétique? Oui, voilà, vous pouvez aborder la question sur ce sujet-là, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous le prétexte d'une certaine écologie, de l'idéologie écolo, on va dire ça plutôt comme ça, on remplace le parc nucléaire français par des énergies dites renouvelables. Donc déjà, j'ai un petit peu un doute sur le mot. En tout cas, alternative, ça c'est clair. On peut regarder le modèle allemand. Le modèle allemand, pour que leur transition soit faite et effective, ils ont eu besoin des centrales à charbon. Ils sont en train de... Mais ils prennent plus de 25% de l'électricité nucléaire française. Donc bon, quand il faut une source complémentaire, déjà ça me laisse perplexe. Et ensuite, quand vous avez la construction, que ce soit des éoliennes, des panneaux, de ce que ça demande, et des extractions de certaines terres rares notamment, de l'impact écologique que ça engendre, la balance, elle est pas du tout intéressante pour moi. Alors il y a un business aussi auquel vous prenez, que vous dénoncez, outre la transition écologique, c'est la taxe carbone. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? La taxe carbone, elle vise certains pays qui sont censés être des pays développés. Et déjà, ces pays ne représentent pas forcément la grande majorité des émanations de CO2. Déjà, ça me pose quelques questions. Et puis, bien en fait, on a des systèmes qui se sont mis en place, ce qu'on appelle un permis d'émission. Et en fait, ça, c'est des droits à polluer, des droits à émettre du carbone. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a quelque chose de permissif, eh bien, il faut le réguler. Et ils l'ont régulé en vendant ce droit à polluer. Et le problème de le vendre, c'est que derrière, il y a un business qui s'est mis. C'est des grandes entreprises en fait qui achètent ces crédits carbone en l'échange de la permission de pouvoir polluer. Tout à fait. Et si par exemple une entreprise ne l'a pas utilisé, elle peut le revendre à un autre. Il y en a qui peuvent les mettre en bourse, faire fructifier ça. Enfin, on est très loin de la protection de la nature quand on arrive là. Alors vous êtes un fervent défenseur de la production agricole française. Oui. On peut voir, imaginer ce que va faire le Mercosur comme dégâts sur cette production. Vous proposez ce que vous appelez une TVA frontière. Comment ça fonctionnerait? Tout à fait. Alors la TVA frontière, dans un premier temps, je pense qu'on pourrait essayer ce genre d'idées sur les produits agricoles. Par exemple, lorsque l'on produit une tomate en France et qu'on importe massivement, d'ailleurs il y a TF1 qui a, il n'y a pas longtemps, fait une une aux 20 heures, rappelant les dégâts que l'importation des tomates marocaines produisait. Bon. Quand on a l'équivalent, c'est-à-dire que si on, sur les ananas, les oranges, si on ne produit pas, là on ne peut pas appliquer. Par contre, sur des choses que l'on produit, eh bien, pendant notre période de production, on pourrait détaxer nos productions pour taxer en contrepartie les productions importées. Ça, c'est du protectionnisme. C'est du protectionnisme. On ne pénalise pas les entreprises. On
n'incite le consommateur final à acheter local. Puisque si vous avez un produit bien plus cher importé qu'un produit national moins cher, donc détaxé, eh bien, si vous êtes un peu intelligent, vous allez peut-être favoriser, il faut que ce soit égal, hein, bien évidemment, la production nationale. Et ça, je pense que c'est une bonne façon de faire. On peut intégrer la saisonnalité là-dedans, c'est-à-dire que s'il y en a qui veulent manger des tomates à Noël, ce qui est déjà un peu écologiquement un peu incohérent, mais si on peut continuer les importations sur la période de non-production française et adapter une TVA, c'est pour ça que j'ai appelé ça la TVA frontière, à partir du moment où on produit. Demain, on pourrait appliquer ça, par exemple, à des désodorisants que l'on produit en France. On pourrait les appliquer sur des... Oui, à toutes les productions. Bien sûr. Donc, on peut faire ça en plus par phase, pour voir comment le consommateur le prend, et puis appliquer, puisqu'évidemment, aujourd'hui, avant de voter une loi, c'est un petit peu compliqué. Et vous dénoncez également le clivage droite-gauche qui, selon vous, ne sert qu'à manipuler l'opinion publique, la manipuler, mais dans quel sens ? La détourner, lui détourner le regard, mais de quoi ? Oui, alors là, c'est une très très bonne question. Je suis profondément gaulliste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, on peut comparer l'état du pays avant 1958. On voit bien qu'à l'Assemblée nationale aujourd'hui, les débats n'aboutissent pas à grand-chose. Tout le monde essaye de sauver sa place. Et un jour, vous êtes à droite, à gauche, vous alliez avec n'importe qui, votre idée ne compte plus. Bon. Aujourd'hui, si on veut sauver le pays, je pense qu'il faut d'abord essayer de sauver notre nation. Ça me paraît être un premier pas. Peut-être que ça peut inspirer d'autres nations. Giorgia Meloni est en train de le faire, comme d'autres pays. Je pense que ce clivage a été complètement détourné. D'ailleurs, initialement, il n'était pas comme ça, mais on voit très bien. L'idéologie universaliste, elle va gangréner, alors je vais citer certains partis, mais jusqu'au LR, peut-être même plus loin. Bon, moi, à partir du moment où on fait passer une entité supranationale, alors que le général de Gaulle avait bien dit, hein, l'Europe, oui, à partir du moment où c'est une coopération, mais pas d'entité supranationale. Il faut rester souverain. Et aujourd'hui, quand on met en avant d'autres intérêts que l'intérêt du pays, il me semble que, et même à droite ou à gauche, il me semble que c'est une forme de renoncement, oui, de trahison. Oui, de renoncement. Les valeurs de la France doivent reprendre leur place. Pour conclure, Rémi Perrin, c'est quoi les valeurs de la France ? Eh bien voilà, déjà je pense que c'est de ne pas renoncer, d'essayer de faire société. Moi je pense qu'on peut faire société à partir du moment où on a un modèle qui incite et qui nous donne envie de faire société. Je pense que les valeurs sont importantes pour adhérer à un projet. Aujourd'hui, à partir du moment où il n'y a plus de valeurs, on ne peut pas adhérer à un projet. On ne peut pas adhérer à une nation à partir du moment où il n'y a plus rien qui la compose. Donc je pense qu'effectivement, retrouver une certaine fierté d'être français, et je suis désolé, ce n'est pas un gros mot, on a le droit d'aimer son pays, d'autres... Les États-Unis sont fiers de leur pays, personne ne les traite de... Et donc, je pense que c'est important, oui. Et ça peut aider à protéger notre nation, notre économie, et peut-être la nature, et donc plus largement. Sauver la France est un devoir écologique. Votre ouvrage, Rémi Perrin, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.